Alors maintenant, on va parler du cas spécifique des digital nomades. Alors, première question, qu'est-ce qu'un digital nomade? Alors, un digital nomade, c'est quelqu'un qui travaille avec des technologies digitales qui lui permettent en fait de travailler n'importe où dans le monde. Alors, ça peut être un employé qui fait son boulot de là où il veut, qui a un travail flexible, etc. Ou ça peut être un entrepreneur, genre quelqu'un qui a un e-commerce ou qui blogue ou qui fait une chaîne YouTube par exemple, et du coup bah, il n'est pas obligé de rester au même endroit sans arrêt. Alors le e-commerce, je vais me dire, mais comment ça se fait qu'il peut bouger en tant qu'e-commerce? Bah, par exemple, s'il fait de l'Amazon et qu'il a son magasin qui utilise FBA, bah, il a son inventaire directement chez Amazon et il n'a pas besoin euh, il n'a pas besoin de jeter un œil sur son stock sans arrêt, de mettre dans des boîtes, etc. quoi. Donc ça lui permet d'être flexible et de voyager. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il pense que s'il ne reste pas 182 jours à la même place, c'est-à-dire plus ou moins 6 mois, en fait, ils sont résidents de nulle part et ils n'ont pas besoin de payer de taxes dans tous les pays dans lesquels ils passent. D'accord? Et bien que la règle des 182 jours soit juste, donc si on reste plus de 182 jours quelque part, en général, il faut, enfin pas en général, je dirais, dans tous les cas de figure, il faut payer ces taxes dans ce pays-là. Par contre, c'est pas parce qu'on reste pas 182 jours quelque part qu'il faut pas payer ces taxes, d'accord? Donc, la plupart des pays aussi ne reconnaissent pas le fait de n'avoir aucune résidence fiscale. Et donc, si un citoyen français, par exemple, ne va pas aller établir sa résidence ailleurs, ben, il reste résident français, en fait. Il doit continuer à payer ses impôts en France. Il est considéré comme un touriste, en fait. Et ça, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte. Et il y a eu des cas au Canada, il y a eu des cas en Angleterre où justement des digital nomades sont revenus après 10 ans de voyage ou quoi, et ils ont dû payer leurs taxes d'un coup avec les amendes, etc. dans leur pays d'origine parce qu'ils étaient considérés touristes et ils étaient encore résidents fiscaux de ce pays d'origine. Donc c'est tout à fait faux en fait qu'en voyageant sans arrêt et en changeant de location tous les 3 mois, il faut payer de taxes nulle part. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc bon, le premier j'ai déjà mentionné, c'est qu'il y a plein de pays qui ne vous laissent pas être juste résident de nulle part. Non, si t'es pas résident ailleurs, bah t'es résident ici, c'est tout. Donc en général, votre pays dans lequel vous êtes citoyen, si il ne vous laisse pas être résident de nulle part, ben vous serez résident dans ce pays dans lequel vous êtes citoyen. Alors, il y a aussi d'autres règles qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que les 182 jours. Par exemple, il y a l'idée du centre d'intérêt économique principal. C'est-à-dire que si vous avez des maisons de rapport, des business, vos enfants qui vont à l'école par exemple, allez, en France par exemple, votre femme habille en France et vous voyagez un peu à gauche à droite dans le sud-est asiatique, ben, votre centre d'intérêt économique principal, il sera en France. Donc il faut faire très attention. C'est pas aussi simple que certains marketeers vont le dire en ligne en fait. La règle des 182 jours, elle est pas évidente. Alors il y en a plein qui vont me dire ouais non Laurent t'as tort, je connais plein de gens qui le font, ils vivent en Thaïlande et ils paient aucune taxe, ils ont même une société à Hong Kong et ils paient aucune taxe à Hong Kong. Ok bon, il y a deux choses à discuter ici. Un, il y a légalité et transparence. Alors c'est pas parce que c'est pas parce que les gens se font pas attraper que c'est légal, d'accord? C'est pas parce que, c'est pas parce qu'on se fait pas attraper après avoir cambrioler une banque que c'est légal de cambrioler une banque. C'est juste qu'on ne s'est pas fait attraper, d'accord? Alors avant, il y avait une certaine opacité dans les banques, ce qu'on appelle le secret bancaire. Et donc, les pays, ils ne savaient pas où on habitait, ils ne savaient pas où on avait d'autres business, d'autres comptes en banque, etc. Mais à partir de 2017-2018, il y a 100 pays qui ont décidé de s'échanger des données bancaires automatiquement via le CRS, le Common Reporting Standard. Donc, maintenant, tout va devenir transparent. Et tout le monde a signé ce truc-là. Hein. C'est tous les tax havens, donc BVI, Seychelles, Maurice, Caïman, etc. Ils ont tous signé. Les low tax countries, donc les pays où il y a peu de taxes, genre Hong Kong, Singapour, la Suisse, Luxembourg, ben, ils ont signé. Donc en gros, tout le monde a signé. Donc bon,
ça va devenir très très compliqué de se cacher. Avant, ça fonctionnait parce que ça a fonctionné pendant des dizaines d'années, pas parce que c'était légal, mais parce que les pays ne savaient pas ce qui se passait. Donc tu pouvais très bien avoir un compte en banque à Hong Kong, avoir une société à Hong Kong avec un compte en banque pour la société à Hong Kong. La société à Hong Kong te payait sur ton compte perso, tu déclarais rien nulle part, tu voyageais aux Philippines, et, à Phuket, etc. Et il n'y avait pas de souci. Pas parce que c'était légal, mais parce que la France ne savait pas ce qui se passait, par exemple, ou la Belgique, ou le Canada. Il y a eu, je suis pas sûr en France et en Belgique, mais je sais qu'au Canada, il y a eu des cas où justement des gars ont dû payer leur impôt en rentrant. Donc faire très très attention. L'autre chose aussi, donc par rapport à une société qui ne paierait pas ses taxes à Hong Kong, encore une fois, on est dans un cas d'offshore tax exemption, donc je l'ai mentionné plus tôt dans la section taxes et représentation fiscale. Donc si vous n'avez pas vu cette partie-là sur les taxes, vous pouvez y revenir. Maintenant, ce qu'il faut faire très attention avec l'offshore tax exemption, comme je l'ai dit, c'est qu'on prouve qu'on a zéro substance sur Hong Kong. Donc ces gens-là qui ne déclarent rien nulle part et qui en plus demandent l'offshore tax exemption à Hong Kong, quand ils vont se faire tomber dessus par leur gouvernement et qui vont dire bon ben vous payez des taxes ici, ben comme ils ont déjà réussi à prouver qu'ils n'avaient aucune substance à Hong Kong, ben ils vont devoir payer leurs taxes, même les corporate taxes, on va les payer dans leur pays d'origine. Donc c'est très dangereux de jouer à ce jeu-là en fait. Alors moi ce que je propose à mes clients en ce moment, c'est vraiment de choisir sa résidence avant que notre résidence nous choisisse. L'idée c'est que maintenant, si vous êtes digital nomade, c'est que vous êtes un peu un îlot comme ça, une île déserte au milieu de l'océan qui n'a pas été encore, comment dire, réclamé par aucun pays en fait. Et ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un pays qui vient et qui plante son drapeau dessus et qui dit ben non, ça c'est à moi, il faut que tu payes des taxes chez moi. Donc tous les pays dans lesquels votre société ou vous avez comment dire, avez des liens, peuvent potentiellement revenir vers vous. Donc par exemple, là où votre société vend, là où votre société opère, là où il y a les stocks, etc. Donc ça devient très compliqué. Moi, ce que je propose aux gens, c'est de dire, voilà, on arrête de jouer avec l'offshore tax exemption, on paye les taxes à Hong Kong. Si possible, on crée même un permanent establishment, donc un établissement permanent à Hong Kong pour montrer bien que Hong Kong a une substance, donc on change un peu la logique des choses. Et puis à côté de ça, ce qu'on fait, c'est on va choisir sa résidence en tant que personne physique. Et donc, il n'y a pas énormément de choix, hein, pour être honnête avec vous. Soit on va y vivre vraiment, genre au Portugal, c'est un bon endroit pour aller vivre et vivre 6 mois par an minimum. Et à ce moment-là, bon, on n'est plus vraiment nomade parce qu'on vit au Portugal. Soit si on veut rester digital nomade, il y a une option que j'ai découvert un peu par hasard, mais qui est fantastique, qui est la Bulgarie. Donc en fait, en Bulgarie, il est possible de devenir résident fiscal. Comment on fait ça? C'est en prouvant que son centre d'intérêt économique se trouve en Bulgarie. Et comment on fait ça? Ben, d'abord, on a un appartement en Bulgarie qu'on loue. Dans la Bulgarie, c'est pas très cher, faut pas se faire peur, hein. Et à côté de ça, on a une société qui devient société holding de ces autres sociétés. Et en fait, à ce moment-là, ben, tous vos intérêts en fait reviennent sur la Bulgarie et la Bulgarie devient de facto votre centre économique principal. C'est facile surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas de biens, par exemple, dans son pays d'origine ou quoi. Quand on est plus âgé, ça devient plus difficile, surtout si on a amassé des biens dans son pays d'origine. Mais pour quelqu'un qui a rien, qui a juste sa société, ben, il a juste à la baser en Bulgarie et ce sera son centre d'intérêt, son centre économique d'intérêt principal. Donc voilà. Bon, je vais pas trop parler de la Bulgarie maintenant, mais en gros, les intérêts de la Bulgarie, c'est qu'on paie 10% de taxes en corporate, donc taxes, impôt des sociétés, on est à 10%, impôt des personnes physiques, on est à 10% aussi, et taxes dividendes, on est à 10%, on est à 5%, pardon. Donc c'est plutôt une stratégie sympa. En plus, bon, à la base, moi j'ouvre des sociétés sur Hong Kong, mais j'ai eu des clients qui m'ont dit, bah, écoute, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir la société à Hong Kong? Parce que voilà, moi j'ai besoin d'un numéro de TVA, j'opère en Europe, est-ce que je peux faire tout ça avec la société bulgare? Ben, bien sûr, c'est tout à fait possible.
Par contre, si vous faites un e-commerce, je parle beaucoup de l'e-commerce aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de clients e-commerce. Je vous conseille quand même de faire ça via Hong Kong parce que c'est juste plus facile. On a tout ce qu'il faut à Hong Kong pour faire du bon e-commerce. En Bulgarie, ce sera plus compliqué. Mais maintenant, si vous faites du business consulting en Europe, ben, la Bulgarie, ça fonctionne tout à fait bien.